CQFD. CQFD. Merci d'être avec nous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de débat et de décryptage CQFD qui, pour le moment, évidemment, traite chaque soir des enjeux liés à cette crise du coronavirus. Et ce soir, nous recevons pour 25 minutes un ministre fédéral, vice-premier ministre d'ailleurs du gouvernement fédéral, c'est David Clarinval. Bonsoir David Clarinval. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes, je le disais, vice-premier au fédéral, vous êtes aussi ministre du budget et de la fonction publique et on va parler d'enjeux budgétaires en particulier avec vous dans la gestion de cette crise. On va en fait se poser trois questions. D'abord, est-ce qu'on a suffisamment investi dans nos soins de santé ces dernières années? Beaucoup de critiques se font jour à la lumière de cette crise. Alors on va mettre ce sujet-là sur la table. On va aussi se demander combien pourrait coûter cette crise du coronavirus, coûter aux entreprises, coûter aussi aux finances publiques. Et justement, pour les finances publiques, cette question: comment va-t-on payer et qui va payer tout cela demain, justement, pour faire face à ces dépenses non prévues de la gestion de la crise du coronavirus? Voilà, pas mal de questions que l'on va poser ce soir. C'est parti pour 25 minutes de grand entretien. CQFD. Et bien sûr, Catherine Tonero est avec nous aussi pour nous éclairer sur les différents enjeux que l'on va aborder. Bonsoir Catherine. Bonsoir Arnaud. Et peut-être commencer, gardons nos habitudes, par faire un petit point sur les chiffres du jour qui concernent l'épidémie elle-même. Eh bien, après 2 jours de baisse consécutifs, le nombre de nouvelles hospitalisations, malheureusement, est reparti à la hausse. Chez nous, aujourd'hui, 434 patients atteints du coronavirus sont rentrés à l'hôpital. Cela fait 2152 hospitalisations en tout, dont 474 en soins intensifs. Le nombre de décès a lui aussi augmenté, plus 56 en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 178 morts en Belgique à ce stade. Le nombre de personnes testées positives atteint lui près de 5000 aujourd'hui. Il est clair que le pic n'est pas atteint, la situation est toujours épidémique, a indiqué ce matin Emmanuel André, le porte-parole interfédéral du Covid-19. Voilà, on aurait pu imaginer avec les chiffres des 2-3 derniers jours que la situation était en train de s'améliorer. C'est pas si sûr que ça au vu des chiffres du jour. Du coup, face à cela, David Clarinval, vous qui êtes membre du CERN, le comité ministériel restreint, qui se réunit très régulièrement en ce moment, est-ce qu'on imagine du côté du gouvernement fédéral peut-être de nouvelles mesures pour être plus certain d'endiguer la progression de l'épidémie? Mais disons qu'on évalue la situation tous les jours. Tous les matins, nous avons un cairn vidéo et nous avons également des cairns le soir, parfois physiques, parfois vidéo, pour évaluer la situation. C'est vrai que les chiffres d'aujourd'hui sont un peu moins bons que ceux d'hier et d'avant-hier. Cependant, on est quand même largement en dessous des croissances exponentielles qui étaient constatées dans des pays comme l'Italie, par exemple. Et ça, c'est quand même de nature positive à remarquer parce que cela veut dire que la croissance, certes, est là, mais elle n'est pas aussi forte qu'on pourrait le craindre. Donc ne nous réjouissons pas trop vite, mais on peut quand même considérer que les mesures prises il y a plus d'une semaine ont à tout le moins temporisé la croissance de l'épidémie. Ça veut dire, en vous entendant, que pour le moment on ne change rien, sauf si la tendance devait vraiment de nouveau montrer qu'on repart dans des courbes plus exponentielles? C'est ça votre analyse de la situation aujourd'hui? C'est une analyse personnelle de la situation et comme le CERN évalue tous les jours la situation, on a tenu compte évidemment des chiffres d'hier, mais ce n'est pas le CERN qui décide s'il faut prendre de nouvelles mesures ou pas, c'est le Centre national de sécurité, donc le CNS, sur base des chiffres des scientifiques qui nous seront communiqués, des analyses scientifiques qui nous seront communiquées vendredi. Et donc, dès demain, il y aura une réunion du Risk Management Group qui fera rapport vendredi. Et c'est vendredi que l'on analysera sur une période un peu plus longue, sur des résultats qui sont donc donnés depuis plus d'une semaine, pour savoir s'il faut soit augmenter les mesures, soit maintenir stables les mesures, les adapter peut-être à la marge, ou prendre d'autres décisions. Mais il est prématuré de prendre des décisions ou de dire que l'on va prendre des mesures supplémentaires ou maintenir les mesures en l'état sur base de ces 3 jours aussi. Mais donc le moment important, ce sera vendredi. On va avoir donc une réunion du Conseil national de sécurité. Et là, au terme de cela, on verra si on continue dans la ligne de maintenant ou s'il y a un durcissement des mesures. Quoi. Voilà, c'est vraiment vendredi que ça va se jouer. C'est vendredi, je ne sais plus à quelle heure exactement, mais courant l'après-midi, que les scientifiques vont nous faire rapport et que nous prendrons donc les décisions qui seront nécessaires. Une petite question concernant quand même la gestion des
les mesures actuelles, David Clarinval. On entend pas mal les syndicats dans les entreprises dire que parfois il reste des problèmes et que c'est un foyer de contamination parce que toutes les mesures ne sont pas prises déjà pour la sécurité sanitaire du personnel présent et puis parce qu'on ne fait pas suffisamment de facilité pour ceux qui veulent ou doivent rester chez eux par rapport à cet enjeu. Et du côté de la fonction publique aussi, certains disent que tout n'est pas mis en œuvre pour assurer la meilleure sécurité sanitaire. Vous êtes ministre de la fonction publique. Quelle est votre réaction à cela ? Mais donc, les règles qui sont mises en place, que ce soit au niveau de la fonction publique ou ailleurs, c'est qu'il faut d'abord miser sur le télétravail. Et ensuite, s'il n'y a pas possibilité de télétravail, il faut donc garder une distanciation sociale, à l'exception de toute une série de secteurs bien déterminés dans une liste qui sont cruciaux et pour lesquels, malheureusement, il faut travailler en prenant des précautions, évidemment, mais que les services ne peuvent pas s'arrêter même s'il n'y a pas ces distanciations sociales. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de précautions dans ces entreprises, évidemment, mais on peut comprendre que qu'il y ait certaines critiques, mais on ne peut pas non plus arrêter tout le pays. On ne peut pas arrêter les hôpitaux, sinon qui va soigner les malades? Et donc, il faut bien se comprendre que c'est clair qu'on ne va pas stopper la propagation du virus. Le but est de ralentir la propagation du virus et le fait qu'on ait une courbe qui ne dépasse pas la capacité d'accueil dans les hôpitaux, notamment en soins intensifs. Les chiffres que nous avons aujourd'hui laissent à penser que nous avons encore près de 1000 lits en soins intensifs de disponibles. Et donc nous avons de la marge grâce aux efforts des hôpitaux, grâce aux efforts du gouvernement. On a de la marge encore pour pouvoir accueillir d'autres malades. Mais c'est clair que cette situation est évaluée à la fois au jour le jour, mais aussi dans les diverses entreprises. Et il faut que les mesures soient prises en conséquence. Alors, on va en venir à un enjeu plus budgétaire et des choix budgétaires posés par ce gouvernement et le gouvernement précédent, le gouvernement dirigé par Charles Michel. Catherine Tonero, pas mal de voix s'élèvent depuis quelques jours pour pointer une forme d'impréparation en Belgique face à une telle pandémie. Oui, effectivement, cette crise sanitaire met en lumière les difficultés du secteur des soins de santé particulièrement. Malgré un réseau hospitalier parmi les plus denses d'Europe, on a eu l'occasion de le dire, de le répéter, un bon ratio lit de soins intensifs par habitant. Aussi, cette crise révèle de nombreux manquements. Le personnel actif dans les soins de santé au sens large a fait part de son désarroi, surtout en première ligne, quand les protections manquent, singulièrement les masques, qu'ils soient chirurgicaux ou de type FFP2, plus protecteurs. Je vous propose de réécouter ce que disait à ce propos notre invité de lundi dernier, l'épidémiologiste Marius Gilbert. Pour l'instant, la politique vis-à-vis des masques ne se justifie que par la pénurie qui est constatée à un moment et qui est elle-même conséquence vraisemblablement d'un manque de prévoyance au niveau des stocks. C'est ce que j'allais dire. Il y a des questions politiques sans doute qui devront se poser dans les semaines qui viennent, parce qu'on comprend avec les tests aussi et les masques que les choix sont dictés par les moyens et l'anticipation. Exactement. Et je pense qu'en fait, cette question va venir à l'agenda dans les prochaines semaines. C'est qu'en fait, les masques, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt d'une quantité de produits et de matériel qui sont nécessaires aux soins, qui jusqu'à présent étaient fournis à la Belgique dans des logiques de flux tendus avec des fournisseurs qui sont à l'extérieur. Et dans un contexte de pandémie, tous ces flux tendus s'interrompent. Voilà, les masques, l'arbre qui cache la forêt, dit Marius Gilbert. Et pour faire face à la situation, il faut maintenant mobiliser les ressources qu'on a chez nous, d'après lui, en impliquant le secteur privé, pharmaceutique, de la production, etc., pour rectifier le tir, en quelque sorte, puisque visiblement la Belgique n'avait pas de plan pandémie. Alors, là-dessus, David Clarinval, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de votre gouvernement et du gouvernement précédent, mais dans lequel vous étiez aussi, sur une impréparation par rapport à une telle pandémie? Je reprends ce que disait Marius Gilbert en deux mots. Évidemment, on peut en flux tendu, quand tout va bien, obtenir tous les masques qu'on veut, les réactifs pour les tests, etc. Mais dans un contexte de pandémie, tout s'arrête et on n'a plus rien. Est-ce que ça, on n'a pas fauté en ne l'anticipant pas? Il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je m'inscris en faux quant au problème budgétaire. L'argent est là, il a été mis à disposition, tous les achats peuvent être faits et donc les moyens sont disponibles tant à la sécurité sociale qu'au niveau budgétaire et le budget n'est pas un frein pour l'acquisition de quoi que ce soit. Maintenant, mais dans les choix qui ont été posés en amont, David Clarinval. On voit que quand on fait des analyses sur la croissance des dépenses en soins de santé, le gouvernement Michel a exactement le même niveau de dépenses que le gouvernement précédent. Donc il n'y a pas eu de diminution des budgets à la Sécu, la croissance est
été largement au-delà de l'indexation. Et donc, il est faux de dire qu'il y a eu des mesures d'économie par rapport à ces éléments-là. Il est cependant vrai de dire... Mais là, on parle vraiment de la gestion d'une éventuelle pandémie qui, en fait, est en train de se produire ici. Le fait qu'on avait des cargaisons de masques pour des précédents plans, qu'on les a détruits et qu'on n'a pas jugé utile de les remplacer, est-ce que c'est pas par mesure d'économie budgétaire ou alors c'est des mauvais choix politiques? Est-ce que la Belgique n'a pas fauté dans sa préparation face à un tel enjeu? Non, j'y arrivais. Donc, en effet, par rapport aux différents stocks, il est vrai qu'à un moment donné, la Belgique disposait de stocks qui étaient stockés dans les bâtiments de l'armée. Ils ont été ensuite jetés parce que la date de péremption était arrivée. Et à l'époque, la ministre de Blok était chargée de pouvoir mettre en place un plan qui permettait non pas d'avoir un stock qui périme, mais d'avoir un stock qui allait être vendu un peu avant d'être périmé, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus ce gaspillage, et d'avoir une meilleure utilisation des moyens. Dynamique, mais pour avoir des masques. C'est vrai que cette gestion dynamique n'est pas là. N'a pas été mise en place, on peut le regretter. C'est une faute de Maggie de Blok? Il y a un problème de responsabilité personnelle de la ministre de la Santé? C'est trop tôt pour dire cela, parce que je ne connais pas les éléments, je n'étais pas au gouvernement à l'époque, donc je ne fais que répéter ce que Maggie de Blok elle-même dit dans l'interview dans la presse. Mais c'est vrai que là, on est face à une carence en différents produits. Le ministre de Bakker et déjà le SPF Santé publique, il y a 15 jours, ont mis en place une task force pour vraiment accélérer les procédures pour pouvoir acheter pas seulement les masques, mais aussi tous les produits nécessaires, les respirateurs, les médicaments, tout ce qui est nécessaire. On voit qu'il y a 5 groupes de travail dans cette task force qui avancent. Pour les masques, par exemple, on a près d'une trentaine de commandes qui ont été faites jusqu'à présent. Et les masques arrivent, il y en a qui sont déjà arrivés, il y en a qui arrivent demain. Certes, ce n'est pas assez, on le sait. Et c'est pour ça que le Risk Management Group a mis un ordre de priorité pour permettre l'utilisation d'abord des masques aux personnes qui sont directement confrontées. Une priorisation, quoi. Priorisation. Et c'est vrai que certains secteurs, à juste titre, se plaignent. On a vu les infirmières à domicile, par exemple, qui sont au bas de la liste de priorités et qui, malheureusement, peuvent, à certains moments, être en difficulté. Mais quand même, ce que vous venez de dire là, David Clarinval, en parlant notamment de Maggie de Blok, en disant on verra, bon, on a connu des soutiens quand même plus forts en interne à un gouvernement. Ça veut dire que pour vous, il y a des vraies questions qui se posent sur ce qui n'a pas été anticipé. Il faudra une commission d'enquête au lendemain de cette crise du coronavirus pour savoir vraiment là où ça a dysfonctionné. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on met tous nos moyens à disposition pour acheter ce matériel, pour mettre en place la prise en charge des malades, pour pouvoir éviter d'atteindre le seuil de saturation des hôpitaux. Et je ne critique pas ce qui a été fait. Je constate simplement qu'en effet, sur les masques, il n'y avait plus de stock au début de la crise. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Maintenant, on ne va pas pleurer sur le lait répandu. Il faut, et c'est ce que le gouvernement a fait il y a plusieurs semaines, on a mis en place une stratégie pour acquérir des masques. Comme vous l'avez dit également, et d'autres produits. Comme vous l'avez dit aussi, on n'est pas dans une période normale puisque tout le monde, dans le monde entier, veut acheter ces masques et dès lors, il y a une pénurie de production. On peut légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas conserver dans nos pays une capacité de production d'appareils ou de produits critiques. Et là, c'est la question de l'industrialisation de l'Union européenne qui doit être mise sur la table. Mais en tout cas, ce que nous faisons, c'est... avec le départ qui était un peu difficile vu l'absence de stock, on essaye de rattraper notre retard et on essaye en tout cas que personne ne puisse pas être pris dans un lit de soins intensifs. Donc ça, c'est l'enjeu du moment. De manière plus générale, sur le financement des soins de santé, il y a pas mal de critiques aussi qui s'élèvent. On va faire un petit point aussi un peu plus général là-dessus, Catherine. Oui, la Belgique qui a coupé dans les soins de santé ces dernières années. Ces critiques concernent cette observation. 2 milliards d'euros de coupes budgétaires sur les 5 dernières années, selon les estimations. Des coupes et des conditions de travail dénoncées l'an dernier, notamment par le mouvement de grève du personnel hospitalier avec les fameux mardis des blouses blanches. Alors pour se donner une idée, on va prendre cette fameuse norme de croissance du budget des soins de santé. Aujourd'hui et sous le gouvernement Michel, elle était de 1,5% contre 4,5% sous la législature précédente, du moins théoriquement. Pression budgétaire, vieillissement de la population et ralentissement de l'économie, tout ça évidemment pèse depuis des années sur ces budgets. Selon
Selon une récente étude de la banque Belfius, un hôpital sur 3 chez nous est déficitaire. Une institution qui a pourtant de nombreux défis à relever avec des infrastructures à moderniser, la mise en place des fameux réseaux, la pénurie de personnel comme les infirmiers en soins intensifs, on en a parlé hier. Tout n'est pas noir pour autant, il faut le préciser, puisque la Belgique se classe aujourd'hui 5e en termes de performance et d'accessibilité des soins de l'index Euro Health Consumer qui compare les systèmes de soins de santé européens. Et le budget des soins de santé représente environ 10% du PIB en moyenne en Belgique et c'est un chiffre stable. Alors pour faire face à la situation actuelle, on précise encore qu'une avance de 1 milliard d'euros a été faite aux hôpitaux, histoire de leur permettre de continuer à payer leur personnel durant cette crise. C'est l'INAMI qui doit se charger, et au plus tard d'ici la mi-avril, de répartir cette somme, ces moyens entre les différents hôpitaux du pays. Voilà, pour que les hôpitaux ne tombent pas à court de financement, là maintenant, en pleine gestion de la crise du coronavirus. Sur cette critique qui est faite, David Clarinval, d'un manque d'investissement dans les soins de santé. On sait que les soins de santé, on continue à investir dedans et à augmenter le financement, mais pas en proportion des coûts qui explosent face au vieillissement de la population. Est-ce que là-dessus, le gouvernement ne doit pas s'interroger sur ce qu'il n'a pas fait par rapport aux soins de santé? D'abord, un peu de nuance. Vous l'avez dit, la Belgique est au niveau de la qualité des soins, et notamment ici de la quantité de lits de soins intensifs mis à disposition de la population, elle est 5e. On est largement devant les Pays-Bas, largement devant la France. Donc on a une qualité des soins en Belgique qui est dans le top européen et je peux même dire dans le top mondial. Donc on est très haut. En termes de qualité de soins, il faut le dire, c'est reconnu par les instances internationales. On a également eu récemment des commentaires comme quoi la manière dont on gérait la crise était très bien saluée sur le plan international. Mais enfin, on a quand même pu débloquer un fonds blouse blanche il y a quelques mois parce qu'on ne s'en sort plus au niveau des hôpitaux dans l'engagement de nouvelles infirmières. Il y a vraiment des pénuries de personnel, etc. Ça, normalement, si on avait une politique d'investissement vraiment constante, construite, etc., ça ne devrait pas arriver, David. Plusieurs choses. D'abord, vous avez évoqué la norme de soins et la norme de dépenses. C'est vrai que la norme, facialement, elle est inférieure. En fait, il faut d'abord savoir qu'il y a une indexation qui est offerte et qui est garantie, qui a été garantie tant par le gouvernement Michel que par le gouvernement Di Rupo. Puis ensuite, vous aviez une norme de croissance. La norme de croissance, ça voulait dire qu'on pouvait aller jusqu'à 3% en plus. Mais cette norme n'était pas consommée sous Di Rupo. Donc il y avait, on était largement en dessous, on ne consommait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une marge. Il y avait une marge, mais elle n'était pas prise. On a sucré la marge et le personnel et les hôpitaux disent qu'ils n'ont plus assez d'argent. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Cette marge, elle est la même sous Di Rupo que sous Michel. Ça veut dire qu'il y avait l'indexation dans les deux gouvernements et puis 1,2 sous Michel, 1,2 sous Di Rupo. Donc en termes de quantité d'argent qui est réellement donnée aux soins de santé, à la Sécu en général, elle était la même. Mais c'est vrai que la marge, le gouvernement Di Rupo aurait pu dépenser plus s'il avait la capacité d'aller au-delà. Ici, non. Tandis qu'on a verrouillé budgétairement ici. Alors là, on a dans ce cas-ci. C'est ça la différence. Alors là, oui. Face à des hôpitaux qui eux-mêmes disent oui, mais aujourd'hui, on n'a plus assez. On ne s'en sort plus. Et beaucoup l'ont répété avant même la crise du coronavirus. Il y a plusieurs problèmes au niveau financier. Moi, je pense que ce qui se pose, le fonds blouse blanche de 400 millions, il est, par exemple, disponible depuis le mois de décembre, mais il n'y a pas encore un euro qui a été demandé. On est au mois de mars, pas un euro n'a été utilisé parce qu'il n'y a pas encore de base légale pour le faire. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, la difficulté notamment, c'est que les carrières, il y a peu d'attractivité de la carrière. On a peu de capacité d'engager des infirmiers. On doit déjà aujourd'hui dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Et pourquoi ? Parce que je pense, et c'est là qu'à mon avis il faudrait faire un effort, c'est qu'on ne paye pas suffisamment, on ne valorise pas suffisamment le personnel dans les maisons de repos. Mais ça aussi, ça coûte plus cher, David Clarinval. Oui, mais c'est pour ça. Donc on en revient à cette question-là. Est-ce que demain, après la crise, il va falloir se dire, tant pis, on va sans doute devoir dépenser un peu plus pour nos soins de santé que les 10% à peu près du PIB aujourd'hui ? Écoutez, moi je ne suis pas opposé à cela, certainement pas. On n'a jamais été fermé à cela. D'ailleurs, les 400 millions blouse blanche, j'étais ministre du budget quand on les a débloqués. Donc ils sont là. Mais le fait est qu'il y a aussi, il faut, pour revaloriser la carrière, je pense qu'il faut une meilleure attractivité, notamment financière. Ça permettra d'avoir plus de vocation dans ces matières et d'avoir plus de disponibilité. Aujourd'hui, malheureusement, la difficulté, c'est aussi au niveau du recrutement. Alors, on va maintenant parler justement d'enjeux budgétaires. Il y a des dépenses qu'on devra faire peut-être au lendemain de cette crise
crise pour les soins de santé, il y a aussi tout le coût de cette crise qui va coûter très cher à notre économie. C'est d'ailleurs chiffré par la FEB, Catherine Tonero. Oui, tout à fait. La pandémie de Covid-19 va coûter 2,4 milliards d'euros par semaine en Belgique, selon la Fédération des entreprises de Belgique. Si la situation actuelle perdure 6 semaines, ça fera près de 15 milliards d'euros, avec une diminution de la croissance estimée à 2%. Jusque-là, nous y survivrons, commente le chef économiste de la FEB. Si ces 12 semaines, par contre, les conséquences économiques seraient bien plus difficiles à encaisser, avertit Edouard Rouzens. Alors on sait que l'Horeca figure parmi les secteurs les plus touchés, mais la facture la plus salée sera pour le secteur de la construction, avec un coût de 1,1 milliard d'euros si la situation perdure 6 semaines, d'après les calculs de la FEB toujours. Encore cette projection, celle du nombre de faillites, projection faite par Euler Hermès, un leader mondial de l'assurance crédit. Il prévoit plus 8% de faillites d'entreprises pour 2020 en Belgique. Sans les mesures gouvernementales actuelles comme le chômage temporaire par exemple, l'augmentation serait-elle de 12%. Alors justement, parlons des mesures gouvernementales, puisque c'est ça qui vous occupe surtout en tant que ministre du Budget, pour soutenir ceux qui doivent arrêter de travailler aujourd'hui, pour soutenir les entreprises pour qu'elles ne fassent pas la culbute à travers une crise comme celle-là, pour que ça ne coûte pas trop cher à notre économie en définitive. Le gouvernement fédéral va devoir dépenser. Vous avez déjà des chiffres, une estimation de ce que ça pourrait coûter au gouvernement fédéral si on reste dans 6 à 8 semaines de quarantaine, par exemple? Oui, nous avons beaucoup de chiffres, mais pour essayer d'être le plus synthétique possible, la crise va avoir un impact notamment sur la conjoncture. On voit que les entreprises vont être durement touchées, impactées. Si la conjoncture est mauvaise, avec une croissance négative, c'est ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on pense, on va avoir un impact direct pour les entreprises, pour les citoyens, mais aussi pour le budget de l'État. Vous ajoutez à ça les mesures de soutien direct qui sont mises en place, notamment le 1 milliard d'euros pour les achats. Je parle des produits dont on a évoqué, mais aussi payer des avions pour aller rapatrier nos citoyens qui sont dans les différents pays du monde. Toutes ces dépenses-là vont également directement impacter le budget. Mais les mesures de soutien, notamment le chômage immédiat, les mesures de soutien passerelles pour les indépendants, les mesures également pour les entreprises, vont coûter de l'ordre de 8 à 10 milliards. C'est ce que nous avons estimé dans notre cabinet. Donc ça, c'est dépenses pour l'État en plus qu'une année normale. 8 à 10 milliards rien que pour la gestion de cette crise, là maintenant, dans ce qu'on en voit maintenant. On est parti sur une crise qui dure un mois. Donc ça, c'est une estimation. Si ça dure un mois, si malheureusement cette crise dure plus longtemps, les chiffres seront supérieurs. Mais par exemple, l'ONEM, sur les mesures de soutien au chômage, estime par exemple rien que l'impact du chômage, c'est 5 milliards pour le budget, pardon. Mais ils partent par contre sur une estimation d'une crise qui serait étalée sur 3 à 4 mois. Donc le message que je veux dire, c'est que plus la crise sera courte, moins on devra payer. Oui, ça c'est une incitation à tout le monde, évidemment, à faire les efforts. Mais 8 à 10 milliards, David Clarinval, il va bien falloir les trouver, évidemment, ces 8 à 10 milliards. Est-ce que ça veut dire que les Belges doivent s'attendre demain à payer plus d'impôts pour compenser cela, avoir des pensions rabotées? Est-ce qu'on va rester dans la trajectoire de rigueur budgétaire, notamment imposée par l'Europe, qui fait que normalement on ne peut pas dépasser des déficits de 3%, qu'on doit revenir à 60% du PIB d'endettement? Si on doit à la fois payer le coronavirus et faire ça, ça veut dire que beaucoup vont devoir passer à la caisse au lendemain de la crise. Donc il y a deux éléments à savoir. Vous avez d'abord les problèmes de trésorerie, de liquidité, et les problèmes de dépenses nettes ou de recettes en moins. Alors, l'Europe vient de décider, et je m'en réjouis, de débrider le carcan budgétaire dans lequel nous vivions, les 3% et les 60%, et va donc permettre que l'on puisse dépasser les 3% de déficit et d'endetter notamment l'État. C'est une bonne chose parce que sinon nous aurions vraiment été dans une situation très difficile. Donc les mesures en termes de déficit vont pouvoir être rencontrées grâce à la souplesse offerte par l'Europe. Il y a par contre des mesures purement de trésorerie, donc notamment les garanties que nous allons proposer aux banques. Et là, ça se chiffre à près de 50 milliards d'euros. Là, par contre, c'est comme les avances ou les reports de charges que nous permettons de faire aux différentes entreprises. Ça, ce sont des avances en trésorerie. Donc théoriquement, ça ne coûte pas cher à l'État puisque en termes d'emprunt, l'emprunt actuel en Belgique est de quasiment 0%. Emprunter de l'argent ne coûte pas trop cher. Mais ma question derrière ça, quand même, David Clarinval,
Clarinval, c'est de dire, OK, il y a de la souplesse budgétaire aujourd'hui. L'Europe permet qu'on sorte de la règle des 3%, ne sera pas trop regardante sur les déficits publics, qu'on est censé ramener la dette des États à 60%. Mais si c'est pour qu'elle revienne, l'Europe, demain, à cette demande-là, il va bien falloir faire des efforts. Ou bien est-ce que ce que vous nous dites, vous, aujourd'hui, ministre libéral, c'est qu'il faut vraiment faire sauter cette discipline budgétaire européenne et peut-être même demain aller tailler dans les dettes des États via la Banque centrale? Est-ce qu'il faut revoir quelque part notre logique de rigueur budgétaire européenne? Mais je pense que l'Europe ne le tolérera pas. Et donc, ce qu'elle va faire... Oui, mais l'Europe, c'est ce qu'on en fait comme États membres, qui sont tous touchés aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui que les Allemands et les Hollandais ont bloqué la mise en place de toute une série de mesures qui auraient pu soulager les budgets européens. Encore aujourd'hui, malgré la crise du coronavirus, donc malgré tout, nous sommes des légalistes, nous devons respecter la loi. Ce que je pense, c'est que l'Europe... Et donc ça veut dire qu'on va devoir se serrer la ceinture demain. Alors David Clarinval, si on doit revenir à cette discipline budgétaire une fois la crise passée? Je pense que la discipline budgétaire ne s'appliquera que sur les déficits structurels, c'est-à-dire les déficits classiques, en dehors de la crise du coronavirus. Donc toutes les dépenses qui vont être prises en charge pour le coronavirus vont sans doute pouvoir passer à côté au niveau de l'Europe. Et après, on verra sur le plan purement conjoncturel et structurel les impacts que cela va avoir. Et donc là, il est possible que nous devions prendre des mesures. Et comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Quand on doit prendre des mesures pour pouvoir tendre vers un équilibre budgétaire, eh bien, soit vous augmentez les recettes, soit vous diminuez les dépenses, soit vous faites d'autres mesures. Donc on va rester dans des recettes classiques, à vous entendre. Même s'il y a une grosse bulle à gérer là, de dépenses en plus, pas de nouvelle façon d'aborder les choses. On va rester dans cette logique quand même de rigueur budgétaire. Si, parce que toutes les dépenses en lien avec le coronavirus représentent un montant conséquent et qui vont pouvoir être prises de côté. Moi, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de dire je ne fais fi des règles européennes et je passe à autre chose. Je pense. Vous aimeriez bien ? Disons que c'est clair qu'à un moment donné, on va devoir se demander si ces règles-là sont légitimes, parce qu'on voit très bien qu'elles s'appliquent de la même manière à un pays comme l'Italie ou comme l'Allemagne. Parfois, la force de l'euro a aussi plus d'importance pour l'Allemagne que pour l'Italie. Donc, on peut remettre en cause, en tout cas, je pense qu'on peut discuter la légitimité de certaines mesures européennes. Et en ce qui me concerne, je pense qu'on devra faire ce débat. Et en ce qui nous concerne, pour terminer, il faudra quand même soit diminuer les dépenses, augmenter les recettes ou prendre d'autres mesures. Et donc on a compris que quand même, il y avait l'idée qu'il fallait peut-être re-questionner certaines règles européennes face à une crise comme celle-ci. Un peu plus de flexibilité. Merci David Clarinval d'être venu dans notre CQFD ce soir pour ce grand entretien de 25 minutes. Merci aussi pour toutes les clés apportées par Catherine Tonero sur ces enjeux chiffrés, pas toujours simples. Merci à vous et merci à toute l'équipe. C'est CQFD en radio chaque soir, en télé aussi et quand vous le souhaitez sur RTBF Ovio. Merci de votre fidélité. CQFD.